Sur les référendums, oui, je pense qu'il faut plus de référendums. Mais des référendums qui valident un processus de fabrication de la loi peut-être un peu plus horizontal. Et à la fin, une fois qu'on a co-fabriqué la loi, on peut la valider. Ça d'ailleurs empêcherait le travers plébiscitaire qu'il y a toujours ou souvent sur les référendums en France, bien que ce travers, à mon avis, n'existe plus vraiment. On en parlera, ça sera peut-être la suite, mais sur le référendum qui élargirait l'article 11 et donc la possibilité... Aux questions de société. Aux questions de société, c'est-à-dire en fait à la question de l'immigration. Sur le principe, moi, ça ne me dérange pas, sauf que je ne vois pas du tout la question qui pourrait être posée. Et je pense que si on commence à imaginer la question qui pourrait être posée, elle sera plus... elle créera plus d'atteinte à l'ordre public dans le débat qui suivra qu'elle ne résoudra de problème. Et en plus, je pense qu'elle nous ferait sortir de beaucoup de traités européens. Oui, elle nous mettrait en contradiction avec l'Europe et ça serait le début d'un Frexit. Monsieur Legrand, pour un référendum, il n'est pas question de poser des questions de café du commerce, mais de voter oui ou non à une proposition de loi classique. Cela se termine toujours ainsi devant le Parlement, sauf recours au 49.3, certes. En Suisse, le 9 février 2014, l'initiative contre l'immigration de masse obtient une petite majorité pour des quotas sur l'immigration. À travers ce vote, les citoyens ont exprimé leur volonté de contrôler et de limiter l'immigration, en particulier celle venue d'Europe. Sur les conséquences que vous estimez néfastes d'un référendum sur l'immigration, je vous rappelle qu'avant sa sortie de l'UE, l'Angleterre n'était pas dans l'espace Schengen, elle maîtrisait ses frontières, et que le Danemark est dans l'UE aujourd'hui sans l'euro. Et quoi de plus naturel pour un peuple censé, d'après l'article 3 de la Constitution, être détenteur de la souveraineté nationale, qu'il puisse envisager une sortie de l'UE par référendum. C'est l'un des moyens d'exercice de cette souveraineté. Les Français sont de moins en moins nombreux à se déplacer pour aller voter. Oui. Et vous me dites qu'ils veulent des référendums. J'y vois quand même un paradoxe. Bah oui, mais c'est pas un paradoxe dans la mesure où, quand on demande aux citoyens, même s'ils sont en crise, est-ce que vous voulez plus de pouvoir pour vous? Évidemment, ils répondent oui. Ils veulent pas voter pour des gens, ils veulent voter pour des idées. Est-ce qu'ils se déplaceraient? C'est ça que je pose la question. On n'a pas de garantie, évidemment. Mais d'ailleurs, ça serait également le cas pour le référendum d'initiative citoyenne. Oui, mais alors est-ce qu'il y aurait vraiment 10% des citoyens, et même si on a baissé le seuil, 5% des citoyens qui se déplaceraient, c'est pas sûr du tout. Olivier Truchot, défenseur acharné de l'oligarchie, a une très mauvaise vue. Il voit un paradoxe quand au pays de Descartes, les citoyens agissent au contraire avec une logique implacable. Pour le référendum de 2005, ils étaient en droit de penser que leur vote aurait force de loi jusqu'à ce qu'ils en décident autrement, et les citoyens ont donc été 70% à aller voter, dont 55% non, je le rappelle. Mais seulement 40% de participation pour les européennes, 30% de moins. Mais c'est logique, puisqu'en France, les députés européens sont désignés arbitrairement par les états-majors, sans que les électeurs puissent modifier l'ordre sur la liste, ce qui est pourtant possible dans 19 pays sur 28. De plus, les élus, quelle que soit l'élection, peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, les citoyens ne disposant pas du RIC pour reprendre la parole et les contrer. Le référendum de 2005, le non a gagné. Et les gens qui ont voté non disent trahison. Mais qu'est-ce que ça aurait été d'appliquer le non? Qu'est-ce que ça aurait été d'appliquer le non? C'est très compliqué parce que cette question... Le peuple est souverain, il a tranché. Il est souverain, il a tranché. Le non a été appliqué, c'est-à-dire que la Constitution n'a pas été établie. Et puis après, c'était un vide. Donc il fallait pas poser la question. Non, il fallait pas poser cette question. On a posé la question parce qu'on pensait que le oui passerait, c'est ça le problème. Il faut que peut-être, mais il faut que le oui dise quelque chose. Toutes les élites étaient pour le oui à l'époque. Mais il faut que le oui puisse être appliqué et que le non puisse être appliqué. Le non, c'était un mélange de non de gauche souverainiste et de droite souverainiste, incompatible. Monsieur Legrand, la signification du vote non au référendum était très claire. Le refus du nouveau traité constitutionnel soumis au vote. Et pendant les 3 ans, le résultat a bien été pris en compte. Cela n'a créé aucun vide. Les institutions en place ont continué à fonctionner jusqu'à la trahison inadmissible de la volonté du peuple par le Congrès en 2008. Et il n'y a rien de choquant de voir lors d'un référendum des citoyens de tous bords voter non à un projet. Les raisons les ayant poussés à répondre non ne sont pas à questionner. Vouloir écarter cette décision sous prétexte que les raisons seraient différentes les unes des autres est ridicule. De toute façon, il y a un autre problème qui est iconoclaste, parce que ça peut être très mal pris, mais
le peuple n'est pas infaillible. Je prends un exemple. Si en 81, on avait demandé de voter sur la peine de mort, il y aurait eu une majorité pour dire il faut la conserver. Monsieur Duhamel, pour vous, le peuple est faillible quand il n'est pas de votre avis. C'est la base de votre démonstration. D'abord, vous ne pouvez pas affirmer qu'en 81, il y aurait eu un non à la suppression de la peine de mort après la campagne référendaire. En effet, en 2005, le oui au traité constitutionnel européen était estimé à 60% et a terminé à 45% dans les urnes avec 70% de participation. Contrairement aux sondages d'opinion, les référendums précédés de débats publics sont l'occasion pour les citoyens de se faire un avis éclairé et potentiellement changer d'avis après avoir étudié tous les aspects d'une question. D'autant plus que les débats sont réellement contradictoires, ce qui n'était même pas le cas pour le référendum de 2005, tant la propagande étatique et médiatique était orientée. Quoi qu'il en soit, dans une démocratie digne de ce nom, le peuple doit pouvoir se prononcer dans tous les domaines ouverts à ses représentants. Comment des représentants peuvent avoir plus de pouvoir que ceux qu'ils représentent, au nom duquel ils agissent? En 1981, au moment des nationalisations, les Français étaient massivement pour les nationalisations. En 1986, au moment des privatisations, l'inverse. Ils étaient largement pour les privatisations. Oui, mais le peuple est souverain. Qui peut dire que le peuple non, mais a tort ? ils avaient changé complètement. Bah oui. Oui, mais les politiques aussi changent d'avis. Bien entendu, mais dans ces cas-là, ils sont sanctionnés. On ne va pas sanctionner le peuple à cause de son vote. Ah ben, le peuple a tort, changeons le peuple. Enfin, il faudra changer le peuple. Ce que je veux dire, c'est le peuple est souverain, mais il n'est pas infaillible, et c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes les référendums. Mais Alain, je ne comprends pas infaillible. Qui décide qu'il n'est pas infaillible, qu'il s'est trompé? Qui décidera que sur cette question, il s'est trompé, le peuple? Monsieur Duhamel, c'est notre système représentatif intégral qui porte en lui les changements d'avis. La principale instabilité du pays vient du fait qu'à chaque alternance, le gouvernement détricote les réformettes qu'a fait le précédent et fait adopter les siennes. Le RIC, sans limitation de sujet, est au contraire l'outil de la stabilité. Voici un exemple connu de tous, qui est loin d'être anecdotique, puisqu'on a même inventé pour décrire cela le doux mot de détricotage. En 2007, Nicolas Sarkozy a fait voter la défiscalisation des heures supplémentaires. En 2012, François Hollande l'a supprimée. En 2017, Emmanuel Macron l'a remise. S'il y avait eu le RIC veto, la défiscalisation n'aurait pas été remise en question de la sorte, car en ne faisant pas l'objet d'une initiative de veto ou en en sortant victorieuse, cette défiscalisation aurait eu une légitimité réelle et François Hollande ne l'aurait pas supprimée en raison du risque de se voir désavé par un veto. Dans le cas contraire, si par RIC les citoyens avaient mis leur veto à cette défiscalisation, elle n'aurait pas été mise en place, François Hollande ne l'aurait pas eu à la supprimer et Emmanuel Macron n'aurait pas osé la remettre sur la table, certain de se confronter à son tour à un veto du peuple. Quant aux prétendues sanctions des députés pour leur changement d'avis, elles sont imaginaires, monsieur Duhamel. S'ils sont battus, ils retournent souvent pantouflés dans le service public ou se font désigner par leurs copains à d'autres postes. Députés européens, par exemple, puisqu'en France, encore une fois, les électeurs ne peuvent pas modifier sur la liste l'ordre qui est imposé par les caciques du parti. Et si besoin, les lobbies ont des places au chaud pour les remercier pour leurs bons et loyaux services. En revanche, les citoyens, eux, payent cash toutes les erreurs des élus, comme ils paieraient les leurs si une mauvaise décision était prise par référendum, mais avec le RIC, ils pourraient revenir dessus sans attendre les législatives et seulement espérer que les nouveaux élus prendront la bonne décision. Je prends un autre exemple. Le référendum de Maastricht, c'est-à-dire le référendum qui voulait instaurer l'euro. Le oui passé de justesse. Le oui est passé à 51%. Ouais. Bon. Et il y avait presque une majorité de Français pour y être hostile, 49%. Bon, 30 ans après, quand on demande aux Français s'ils sont pour ou contre l'euro, ils sont pour. Oui, je veux dire, c'est... Non, mais parce qu'ils ont fait. Les gens peuvent changer d'avis comme les politiques, c'est vrai. Mais là, on est en train de parler. Les politiques sont sanctionnés, mais pas le peuple. Monsieur Duhamel, je vous prie de m'excuser, mais cette fois, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous donnez comme exemple de changement d'avis du peuple une confirmation. Le traité de Maastricht avait 3 grands piliers. L'euro mis en circulation 10 ans plus tard n'était qu'un détail. Le oui l'avait emporté avec 51%.
Et le oui à l'euro est aujourd'hui plus largement confirmé par les sondages. Et vous insistez à nouveau sur la non-sanction du peuple. Les millions de pauvres qui subissent les décisions des députés élus avec 64% d'abstention apprécieront. À l'issue de la Convention citoyenne, il y a eu tout un travail. Il y a eu tout un travail qui a été fait de façon horizontale sur le terrain, et ça peut être amplifié. Et à la fin, on peut faire valider par référendum des choses très concrètes qui touchent la vie des gens. Mais des grands principes du genre peine de mort ou du genre préférence nationale, ça nous met en contradiction. Pourquoi les élections ne suffisent pas en fait? Je comprends pas. On vote quand même très souvent. Eh bien, normalement, elles suffisent, mais puisqu'on n'a plus confiance, dans les hommes et les femmes qu'on élit, on demande de prendre le pouvoir directement. Monsieur Legrand, dans votre grande beauté, vous admettriez quelques référendums pour que la France respire. Mais vous ne manquez pas d'air en refusant d'admettre que les citoyens veulent avoir l'initiative des sujets. Puis Monsieur Trichot, ennemi du peuple patenté, intervient. Pour lui, les élections suffisent. Oui, d'accord, les greux, les ploucs n'ont pas à décider. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Pour M. Truchot, les députés élus pour 5 ans sur un programme doivent pouvoir oublier certaines promesses ou même faire le contraire sans que les citoyens puissent reprendre la parole pour décider de ce qui pourtant les regarde par hérissé. De même, un maire doit pouvoir endetter sa commune pour 30 ans pour un grand projet inutile sans que les citoyens puissent intervenir. Vive la France, vive M. Truchot. Alors, moi, je suis en fait favorable à ce qui est le plus possible de référendums à condition qu'ils soient le plus locaux possible. Autrement dit, je trouve que si on fait un référendum dans une ville pour dire est-ce que vous souhaitez finalement qu'il y ait autour de la ville le boulevard de circulation ou qu'au contraire on protège l'environnement. Question concrète qui se pose dans énormément de grandes villes aujourd'hui. Je serais tout à fait pour que les citoyens votent parce qu'ils sont les utilisateurs. Oui, à Paris, ils ont organisé une consultation pour l'interdiction des trottinettes en libre-service. Je sais bien, j'ai voté. Seulement 7% des Parisiens ont voté. Bon. Non, mais j'en fais partie. Voilà. Parce que est-ce qu'il faut faire voter les banlieusards ou pas à chaque fois? 7% des Parisiens ont voté, ça fait pas beaucoup. Et je vous dis, ce que je vous dis au niveau de la ville, je parlais de la circulation, ça peut être sur l'organisation scolaire, ça peut être sur beaucoup de choses, les centres aérés, le système de soins, enfin il y a beaucoup de choses possibles. Mais c'est vrai également pour certains problèmes au niveau départemental ou bien au niveau régional. D'accord, mais si les gens ne votent pas, c'est pas plus légitime qu'une élection classique. Oui, mais attendez, ce qui s'est passé à Paris, c'était pas l'organisation d'un référendum à proprement parler. Monsieur Duhamel, vous êtes donc favorable à ce qu'un peuple disposant de la souveraineté nationale, rappelons-le, puisse exercer sa souveraineté, mais simplement au niveau local pour décider de questions d'urbanisme? Vous êtes vraiment un démocrate exemplaire. Votre position révèle de plus une incohérence flagrante. Vous êtes contre les référendums nationaux car ils remettent en cause la légitimité des 925 parlementaires représentant les citoyens, mais vous êtes pour les référendums locaux de la commune à la région. Vous remettez donc en cause la légitimité de l'élection de quelques 520 000 élus locaux. Je note également que dans vos exemples de référendums communaux, qui ne sont en réalité que des consultations de plébiscite, vous ne citez pas l'augmentation de 52% de la taxe foncière à Paris que Mme Hidalgo avait promis de ne pas augmenter. Sur les questions de fin de vie, après tout un travail sur le terrain, un travail d'horizontalité, dans les régions, avec des... Oui, qui a été très bien fait. Qui a été très bien fait. On pourrait imaginer que le projet de loi sur la question de fin de vie soit soumise à référendum. Et là, personne dirait qu'il y ait un risque de... C'est ce que souhaitent les partisans d'une modification de la loi actuelle, mais c'est ce que récusent les adversaires. Bien sûr, mais moi je trouve que quand le référendum vient en ratification de tout un travail et qu'il n'y ait pas ce n'importe quoi comme pendant en 2005 où le débat a été fait sur la place publique comme ça, de façon assez fouillie et de façon assez spécieuse dans certains cas, je trouve que ça peut venir en ratification. Donc on sait déjà la réponse. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Même s'il y a une nette majorité pour, par exemple, permettre le suicide assisté, les adversaires ne désarmeront pas sous prétexte qu'ils ont perdu le référendum.
On notera que M. Thomas Legrand, qui ne veut pas de référendum sur les retraites ou l'immigration, ne serait pas contre un référendum sur la fin de vie, mais pas à l'initiative des citoyens. Les ploucs, toujours eux, voudraient pouvoir choisir les questions auxquelles ils sont amenés à répondre, et même les rédiger. Ils sont incroyables, ces gens-là. Quant à Alain Duhamel, il fait remarquer que les anti-suicides assistés sont contre le référendum. Quoi de plus logique, puisqu'ils sont sûrs de le perdre. Si le référendum avait lieu et que les antis les perdraient, ils seraient tout à fait légitimes à continuer leur militantisme pacifique, charge à eux de tenter de convaincre la majorité des citoyens qui auraient voté pour. C'est cela le débat d'idées, c'est cela la démocratie, celle dont nos deux protagonistes ne veulent surtout pas. En conclusion, Emmanuel Macron ne tiendra bien sûr pas ses deux promesses sur le champ du référendum et le référendum d'initiative parlementaire, mensongèrement nommé référendum d'initiative partagée. Il passera par l'article 89 en déposant son projet devant les deux assemblées, comme pour ses promesses constitutionnelles de 2017, pour pouvoir se cacher derrière un refus du Sénat. Mais s'il avait la volonté politique de réformer la Constitution, il pourrait utiliser l'article 11, comme De Gaulle l'a fait par 2 fois, sans être censuré par le Conseil constitutionnel. Nous verrions si Laurent Fabius, qui fait le fanfaron dans les médias, censurerait la décision référendaire du peuple. Battez-vous pour le RIC constituant. Cet outil suffit à faire du peuple souverain. Il mettra en place toutes les procédures démocratiques et les contre-pouvoirs nécessaires afin de pouvoir faire appliquer toutes les décisions majoritaires parmi les citoyens. Rejoignez un collectif qui milite pour le RIC constituant. Espoir RIC, le mouvement constituant populaire, le CLIC et d'autres. Notre souveraineté ne peut devenir réelle, effective, qu'avec votre engagement.